Vous êtes copropriétaire ou locataire en copropriété et vous vous demandez qui paye les travaux en copropriété. Est-ce toujours à vous de payer? Comment est-ce réparti? Est-ce que les locataires payent quelque chose? Bonjour à tous, ici John Copro. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en matière de travaux qui paye quoi, comment et pourquoi. Nous verrons le principe de répartition, les différents types de travaux et les cas particuliers comme le statut du locataire ou en cas de vente ou encore en cas de démembrement de la propriété. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Avant de rentrer dans le détail des différents types de travaux existants, il est important de bien comprendre au préalable comment fonctionne la répartition des dépenses dans une copropriété. C'est un point clé et souvent mal compris. En copropriété, chaque immeuble, chaque partie commune, chaque décision de travaux repose sur un principe fondamental, bien sûr, qui est le règlement de copropriété et plus précisément l'état descriptif de division. Ces documents définissent notamment la nature des parties communes et des parties privatives et bien sûr la répartition des charges entre copropriétaires. Et c'est là qu'intervient la notion de tantième, parfois appelée millième également. J'ai réalisé d'ailleurs une vidéo sur ce sujet qui vous donnera plus de détails sur la méthode d'élaboration de calcul des tantièmes et de leur intérêt. Je vous mettrai donc le lien de cette vidéo en description et en raccourci à la fin de la vidéo. Alors, en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que les dépenses de travaux sont réparties en fonction des tantièmes que vous disposez dans la copropriété. Mais attention, il existe parfois plusieurs catégories de charges. Par exemple, les charges communes générales, qui engagent tous les copropriétaires sans exception, et aussi les charges spéciales, telles que les charges bâtiments, les charges chauffage, les charges parking, entre autres, bien sûr, où seuls les copropriétaires concernés participent à la dépense. Un copropriétaire n'ayant par exemple qu'un parking dans une résidence ne participera pas forcément aux dépenses de remplacement d'une colonne d'eau du bâtiment A. Et c'est de nouveau là qu'intervient le règlement de copropriété qui définit toutes les clés de répartition entre copropriétaires. Les charges seront donc réparties selon l'utilité objective des équipements. Donc, si vous ne bénéficiez pas d'un équipement collectif, vous pouvez en être exonéré partiellement ou totalement. Par contre, autre point essentiel, ce n'est pas parce que vous n'utilisez pas un équipement collectif ou une partie commune que vous ne devez pas contribuer aux charges. Seul le règlement de copropriété définit les règles en la matière. Voyons maintenant quels sont les différents types de travaux. Il y a tout d'abord les travaux réalisés en partie commune, payés par tous les copropriétaires ou une partie d'entre eux. Par exemple, un ravalement de façade, une réfection de cage d'escalier, une réfection de toiture ou encore des travaux sur des équipements collectifs. Il y a ensuite les travaux en partie privative, payés par un seul copropriétaire, donc celui qui est concerné uniquement. Par exemple, un remplacement de parquet, une réfection de peinture du salon ou encore le remplacement d'un équipement privatif, style un WC, une baignoire. Et enfin, les travaux imposés par une réglementation, payés par les copropriétaires ou une partie d'entre eux, selon le critère d'utilité. Par exemple, une mise aux normes de l'accessibilité, une mise en conformité de la sécurité incendie, ou encore une mise en conformité de l'ascenseur. Bien sûr, vous avez toujours la possibilité de contester la répartition de travaux, mais avant de saisir le tribunal, je vous conseille vivement de bien lire le règlement de copropriété au préalable. Alors, on l'a vu, les charges de travaux sont organisées selon des règles définies par le règlement de copropriété. Selon la nature des travaux, la répartition peut changer. Et comme souvent en copropriété, il y a des exceptions, des cas particuliers et des situations
où les choses se compliquent. Voici donc quelques points à connaître absolument pour éviter les mauvaises surprises. Voyons le cas du locataire. Si vous êtes locataire, bonne nouvelle, vous ne payez jamais directement les travaux votés en assemblée générale. C'est votre propriétaire bailleur qui reçoit les appels de fonds, travaux, de la part du syndic de l'immeuble. Et c'est ce dernier qui en est redevable. Néanmoins, il y a des nuances. Notamment, certains petits travaux d'entretien et de réparation peuvent vous être refacturés via les fameuses provisions sur charge que vous lui payez tous les mois. Donc pour rappel, votre loyer est constitué de deux parties, un loyer principal et une provision sur charge. En matière de copropriété, la provision sur charge est prévue pour faire face aux charges locatives, c'est-à-dire des frais de copropriété que votre propriétaire bailleur peut vous refacturer. Et celui-ci, bien sûr, doit obligatoirement vous les justifier. En effet, tous les mois, vous lui payez des provisions. Et comme toute provision, la somme n'est pas définitive, c'est une avance, en attendant d'être régularisée. Chaque année, il doit donc régulariser ses provisions. Par exemple, vos provisions sont de 100 € par mois, cela fait donc 1 200 € de provisions payées à votre propriétaire pour une année. Et les charges dites locatives, donc à la charge du locataire validées par les copropriétaires en assemblée générale, s'élèvent à 890 €. Cela signifie donc que votre propriétaire doit vous restituer la différence, soit 310 €. Et à l'inverse, bien sûr, si les charges locatives sont plus élevées, il doit vous demander de payer la différence. Et ce, conformément à la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux d'habitation et au décret d'application. Quels types de travaux sont récupérables sur le locataire? Donc pêle-mêle, sans exhaustivité, on va voir quelques points. Donc l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage des parties communes, l'entretien du chauffage, votre consommation d'eau ou encore votre consommation de chauffage, entre autres. Pour plus de précision, je vous mets en description de la vidéo un lien vers le décret du 26 août 1987 qui liste l'ensemble des charges récupérables sur le locataire. Voyons le cas du propriétaire bailleur. Si vous êtes bailleur, que vous mettez votre logement en location, vous êtes responsable du paiement des travaux votés, même si vous ne vivez pas sur place. Et bien sûr, vous ne pouvez pas du tout récupérer sur votre locataire les travaux de rénovation, de ravalement ou encore de toiture. Et tout ce qui touche grosso modo le gros œuvre. Donc ces travaux-là ne sont jamais à la charge du locataire. C'est une confusion fréquente. Un copropriétaire ne peut pas les mettre à la charge de son locataire. Il s'agit seulement des frais d'entretien que vous pouvez mettre à sa charge, donc l'entretien courant, et tout ce qui est listé dans le fameux décret de 1967 que je viens de mentionner. Par contre, pensez à intégrer les éventuels gros travaux à venir dans votre plan de financement si vous êtes investisseur et que vous envisagez de faire du locatif. Car cela peut avoir un impact considérable sur votre rentabilité. Et surtout, pensez à informer votre locataire si des travaux dans l'immeuble sont prévus. Donc par exemple, qui peuvent être susceptibles de gêner son quotidien. Là aussi, cela peut impacter votre loyer, notamment en cas de présence d'échafaudage devant ses fenêtres ou encore de nuisances sonores assez accrues. Voyons le cas du propriétaire vendeur. Là aussi, il y a souvent des confusions. C'est un cas qui revient très régulièrement en matière de copropriété. En cas de vente, vous êtes souvent tenté de vous dire « Oh, c'est mon acheteur qui paiera les travaux ». Et votre acheteur dira « Ça fait 2 ans que vous parlez du ravalement, moi, je n'ai rien à voir avec cette dépense, je ne veux rien payer ». Naturellement, vous vous posez donc cette question. Si des travaux ont été votés en assemblée générale et que je vends mon appartement, avant leur réalisation, est-ce à moi ou à l'acheteur de payer? La réponse à votre question est simple. Elle dépend de 2 éléments principaux, la date du vote des travaux et la date d'exigibilité du ou des appels de fonds travaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que le vendeur est redevable des travaux. Si et seulement si, il est encore copropriétaire au moment du vote des travaux. Et l'acheteur est redevable des travaux uniquement dans le cas où le vote des travaux intervient après le transfert de propriété, c'est-à-dire au moment où il devient officiellement propriétaire. Par contre, il y a une particularité. Dans le cas où les travaux seraient votés avant la vente, donc à la charge du vendeur,
et que l'acheteur soit propriétaire avant la réalisation des travaux. La règle commune est simple. Celui qui paye l'appel des fonds de travaux est celui qui est propriétaire au moment où l'appel est envoyé par le syndic. Voici un exemple concret pour mieux comprendre. Donc le vote des travaux intervient le 15 mai 2024 en Assemblée Générale et la vente a lieu le 20 août 2024. Lors de la décision des travaux, les copropriétaires présents et représentés ont décidé que les appels de fonds travaux soient appelés en 4 fois. 25% au 1er août 2024, 25% au 1er septembre 2024, 25% au 1er octobre 2024 et 25%, donc le solde, au 1er novembre 2024. Dans cette situation, seul le vendeur est redevable du financement total des travaux, car le vote des travaux est intervenu lorsqu'il était encore copropriétaire. Mais il ne paiera directement au syndic que le premier appel de fonds travaux du 1er juillet 2024, car il est encore propriétaire au moment de la date d'exigibilité du dit appel de fonds travaux. Ensuite, c'est l'acheteur qui devra payer les 3 appels de fonds travaux suivants, car depuis le 20 août, il est le nouveau propriétaire. Le syndic a donc l'obligation d'adresser les appels de fonds travaux au titulaire du droit de propriété au moment où l'appel est exigible. En revanche, pas de panique, l'acheteur, via son notaire, aura conservé dans le prix de vente, à son profit, la somme correspondante au paiement des appels de fonds travaux, qu'il devra donc régler lui-même au syndic. Et il est toutefois important de préciser que le compromis de vente peut aussi prévoir une autre répartition. Cela reste de la négociation. Voyons maintenant le cas du démembrement de la propriété. Dans ce type de situation, il y a donc 2 entités, le nu propriétaire d'une part et l'usufruitier d'autre part. Le nu propriétaire possède le bien, mais n'en a pas l'usage. L'usufruitier, lui, par contre, occupe le bien et en perçoit les loyers, s'il le loue bien sûr. On dit qu'il récolte les fruits. Ce partage de la propriété donc implique aussi un partage des obligations, notamment pour les travaux. Donc que dit la loi à ce sujet? Il faut se tourner vers le Code civil dans ses articles 605 et 606. Conformément donc à l'article 605 du Code civil, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Cela inclut par exemple les réparations courantes ou encore l'entretien des équipements collectifs. Et conformément à l'article 606 du Code civil, les grosses réparations sont à la charge du nu propriétaire. Cela inclut les travaux touchant les structures, les ravalements de façade ou encore la reprise des charpentes. Mais par contre, attention à la jurisprudence applicable. Celle-ci précise que les travaux doivent bien affecter la structure ou la solidité générale du bâtiment pour être considérés comme gros travaux. Donc pour éviter tout conflit, je recommande que les 2 parties régularisent une convention spéciale entre eux pour bien répartir les différentes responsabilités. Pour résumer, la copropriété, c'est une mécanique collective avec ses règles, ses exceptions, ses subtilités. Ce qu'il faut retenir, c'est que les travaux sont rarement une surprise. Ils sont votés, discutés, et leur financement doit obligatoirement être anticipé. D'où l'importance de bien venir en assemblée générale, de bien lire son règlement de copropriété, de suivre les décisions prises en assemblée générale et bien sûr de poser les bonnes questions à son syndic ou à son notaire ou encore à son vendeur. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir de nombreux conseils sur la copropriété et surtout dites-moi en commentaire si vous avez un doute sur un cas particulier que vous vivez. Posez-moi la question, je me ferai une joie de vous lire et de vous répondre. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.